Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous littéraire sur D8, Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle lecture ensemble. On va poursuivre cette très belle œuvre que voici, que voilà. Alors n'hésitez pas à réagir tout au long de la soirée sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. On lit tous vos petits commentaires et je vous remercie de me suivre sur Facebook et sur Twitter. Je suis très attentive à vos remarques et merci pour cette fidélité. Comme je le disais, on poursuit l'œuvre, le recueil de lettres, cette correspondance entre Beaumarchais et Amélie Ouré de la Morinet, très chère, qui se nomme « Quand on a le bonheur d'aimer, tout le reste est vil sur la terre ». C'est magnifique, c'est romantique. Pour l'occasion, je me suis vêtue de rouge, la couleur de la passion et du romantisme. Je vais donc reprendre cette lecture. Alors un petit point sur l'œuvre. Tout d'abord, il faut savoir que c'était une idylle très peu connue entre Beaumarchais et Amélie, de son petit nom. Ces lettres ont été acquises en mars 2005, donc ça fait 10 ans, mais c'est somme toute assez récent. Elles ont été acquises lors d'une vente aux enchères. C'était une correspondance, comme je le disais, peu connue. Édouard Fournier en avait publié quelques fragments dans Œuvre complète de Beaumarchais, édité en 1894 et 84, et qui rassemble toutes les œuvres de Beaumarchais. Et à la mort d'Amélie de la Morinet, quelques semaines après celle de Beaumarchais, elle n'a pas survécu longtemps à son amant, on propose à Madame de Beaumarchais de lui vendre ses lettres. Elle accepte et elle les détruit. Mais le vendeur en avait gardé 2, très sulfureuses, qui sont actuellement conservées à la British Library. Et Amélie elle-même en avait recopié à la main des doubles qu'elle avait gardés précieusement au cas où elle voudrait faire chanter son amant. J'aime beaucoup l'idée. Alors comment ces 2 amants se sont-ils connus? Il se trouve que Amélie, qui n'est pas du tout une figure littéraire ou une figure de salon littéraire, elle n'était vraiment pas connue. Elle vivait dans le même couvent que la fille de Beaumarchais, Eugénie, et elle décide un jour d'écrire donc à cet auteur célèbre pour Le mariage de Figaro, pour qu'est-ce qu'il a écrit d'autre, Le barbier de Séville, voilà. Et elle se dit, je vais lui écrire parce que je suis dans une galère financière insurmontable et je vais voir ce que ça donne. Donc elle y écrit et alors là, Beaumarchais, qui était un libertin, c'était quand même un coquinou, il se dit, magnifique. Une jeune fille de 30 ans, j'en ai 57, je vais me faire un plaisir de l'aider et en même temps de la séduire. Et s'ensuit une relation tout d'abord épistolaire et puis après une relation amoureuse tout à fait passionnée, pleine de rebondissements. Je poursuis cette lecture et je vous souhaite une très bonne soirée. Beaumarchais quitte alors la France. A-t-il jamais reçu cet écrit d'Amélie? On ne sait. En son absence, pendant 3 ans, Amélie a aimé un homme plus jeune qu'elle. Ce dernier a publié les lettres passionnées qu'elle lui a écrites de 1793 à 1796. Dès le retour de Beaumarchais en France, leur liaison reprend. De cette période ne subsistent que 3 lettres. La première fait partie de celles qu'Amélie avait l'intention de publier et se trouve dans notre dossier. Les 2 autres se trouvent à la British Library. Elles ont été publiées par René Quine et reproduites par Maurice Levé dans sa biographie de Beaumarchais. Amélie à Pierre, le 7 Frimaire le matin. Donc là, Amélie écrit non pas à Beaumarchais, mais à son amant, à l'amant qu'elle a eu pendant que Beaumarchais était absent. Non, je vous dis n'importe quoi. En fait, elle écrit à Beaumarchais. Donc Amélie à Pierre, le 7 Frimaire le matin. Je vous disais hier, mon cher Beaumarchais, que les Turcs avaient plusieurs femmes, mais qu'en estimant ce sexe comme vous l'estimez vous-même, comme des machines à sens, comme les femelles de l'espèce humaine, au moins ils ne les laissaient pas mourir de faim
et de froid. Vous devez bien rire quelquefois, en vous souvenant de cette dévotion d'amour et de vertu qui m'a fait vous confier tout mon être sans condition quelconque. Ah, je fus sublime sotte, et vous en abusez. Escobar, cousin germain de Figaro, votre fils chéri, a toute la droiture de son père. Il faut pourtant que vous me prouviez ce que vous me disiez l'autre matin, que la justice, la décence, la sensibilité vous sont chères et sacrées. C'est en 91 que j'ai cru que vous ne m'aimiez pas réellement. Mais si vous n'aviez ni amour ni amitié pour moi, la probité doit vous dicter une conduite d'homme au moins compatissante. Depuis trop longtemps, j'ai vainement interrogé votre sensibilité, réclamé votre justice, de qualités qui doivent se perdre si elles ne sont exercées. Et j'ai lieu de croire qu'elles vous ont semblé fort inutiles à votre bonheur. Si vous m'ôtez toute espérance, vous m'ôterez toute espèce de crainte. Je ne me flatte point que ma plume ait la vertu d'amollir les cœurs durs. Mes larmes même n'ont pas ce pouvoir. Mon infortune paraît vous être étrangère. Vous croyez que je ne dois être qu'aumônée. Il est temps que ma peine cesse absolument et pour jamais. Soit que l'amour ou que l'amitié nous unissent, il faut que je dorme tranquille, avec la certitude d'un revenu modique, très modique à raison de vos facultés. Je demande que cette retraite de 200 louis me soit assurée et soit payée exactement tous les 3 mois, car il est horrible de recevoir toujours son revenu par parcelle. Je vous prie de me donner demain, dans la matinée, 300 livres à compte sur 520 livres que vous me devez pour ce mois-ci. Faut-il encore me prostituer pour 25 louis dont j'ai besoin? Vos ordres au moins. Vous voulez que les femmes soient fidèles et vous ne voulez pas les rendre heureuses. Le comte Almaviva, en négligeant sa femme, l'a comblé de présents. C'est ton gré du superflu à qui refuse le nécessaire. Vous, mon ami, vous laissez votre maîtresse manquer de l'un et de l'autre. Ah, tu portes une âme bien froidement cruelle, et la mienne est déchirée de ton ingrate insensibilité. Oui, parce que elle lui fait des reproches, mais quand même, elle lui demande de l'argent. Elle n'est pas bête, Amélie. Lettre suivante. Cette lettre ne porte aucune date, mais le contexte permet de la situer à la veille de la suivante, laquelle est du 11 Vendémiaire en 7. En gros, le 2 octobre 1798. Pierre à Amélie. En revenant ce matin de la plus désastreuse conférence, je suis entrée chez vous, où j'ai trouvé en votre place ce petit mot joli. Viens demain à 11h, tout fermé, tout ouvert. Je suis rentrée chez moi, où j'ai lu celui-ci. J'aime mieux demain à 11h. Viens prendre courage à m'en donner. As-tu lu ma lettre d'hier soir? Oui, je l'ai lue. Et vous m'y dites, sans doute mon goût pour les plaisirs que la nature permet dans sa clémence, etc. Non, foutu bête toi-même. Il fallait dire que la nature nous donne et non pas nous permet, pour nous dédommager des peines de ce monde. Tu l'as donc eu ce goût, dont tu te donnes les airs de te repentir aujourd'hui. Moi, je t'ai montré du mépris pour avoir aimé le plaisir? Ose le dire. Non, je t'ai méprisé pour en avoir gâté le charme en lui ôtant ce qu'il a de divin quand on le donne
ou le reçoit du seul objet de sa prédilection, pour le prostituer à d'autres. Juge et rappelle-toi à la nature et à l'ivresse des caresses religieuses de ton corps, dont ton corps a été l'objet de ma part. Si j'ai pu, si j'ai dû, pour conserver une liaison qui me devenait détestable, si j'ai dû dire la sottise que j'étais vieux et elle jeune encore, etc., etc., ce n'est donc pas des préjugés de ta foutue bête d'amie, pour user de tes propres termes. À rabâcher. C'est du crime d'avoir foutu avec un autre, dans le temps même où ton amant, par ivresse plus que divine, te suçait le con et le cul, comme un dévoi traître traite l'Eucharistie. Qui? Moi? Je devais pardonner, me dis-tu? Dissimuler ce crime affreux contre l'amour? Non, foutre non. Encore aujourd'hui, je te fuirais à 1000 lieues si je pouvais te soupçonner de te laisser sucer le con, lécher le cul par un autre homme que par moi. Sais-tu pourquoi j'ai pu te pardonner d'avoir levé tes jupes pour que Manuel te le suçât, et que je n'ai pas pu obtenir de moi d'indulgence quand ce petit sot de froment de ton aveu les a levés, quoique tu ne sois convenu avec moi d'autre chose, quand je te l'ai reproché aigrement. Sinon de l'avoir laissé se branler devant toi jusqu'à la décharge complète, ce que tu nommas s'achever. C'est que ma juste colère de l'insulte que tu m'avais faite avec ce petit sot paumé, et mon très juste éloignement de toi à cette grave occasion, a pu te faire croire que, ne m'appartenant plus, tu pouvais sans scrupule te laisser putiner par ce farouche député, le con qui n'était plus à moi. Moi, voulant m'abuser sur ce que j'avais lu de toi, je me suis dit, c'était changer d'amant, mais non partager sa personne. Au lieu que le petit faquin, à qui tu as sans doute tout permis, quoique tu m'aies avoué par écrit que l'insolence de son déculottage est d'un acte odieux que l'on ne se permet qu'auprès d'une putain qu'on méprise ou qu'on craint de foutre, ce petit faquin, dis-je, était sans excuse à mes yeux. Nous étions en dispute alors, mais non pas séparés. Et toi, pour me punir de t'avoir, disais-tu, traité légèrement, tu faisais la coquine, ou plutôt te laissais traiter comme une fille par celui que tu n'aimais pas. M'entends-tu maintenant? C'était de ta tâche prostitution que je me plaignais justement. Car tu avais si bien regardé mes caresses comme une déification, que dans l'excès de ton étonnement, tu avais cru ne pouvoir t'acquitter envers moi qu'en me rendant avec amour les folies que je te faisais, et que tu as doublement couverte d'un déshonneur ineffaçable. D'abord en te les laissant faire par autrui, ensuite en divulguant avec dédain que je m'étais complu à te rendre ce charmant hommage que tu nommais Tibériade, uniquement pour te donner comme une victime dévouée de la tyrannique suggestion où ma crapule t'avait mise. Ciel, ma crapule, de t'avoir fait la divinité de mon culte. Voilà la question bien posée, afin qu'il n'en soit plus parlé. Tu ne m'aimes plus, je le sens, malgré tout ce que tu m'écris. Je ne m'en plains pas, je suis vieux et trop infortuné pour être aimable. Mais lorsque tu me dis « Viens, apporte-moi ton prurit et je le pense du secret », je te réponds « Non, foutre non ». J'ai pu le souffrir sans scrupule lorsque le même hommage te charmait de ma part. Je rougis de penser que je soumettrai mon amie à un plaisir qu'elle ne partage plus. Non. Ce n'est pas cela qui peut me plaire de ta part. C'était ce bonheur exclusif avec lequel ma langue suppléait à la faiblesse de mon vie. Quand je croyais te l'avoir fait goûter, le plaisir de foutre pour moi, je l'acceptais de toi.
avec la simplicité d'un retour que tu semblais accorder par amour à celui qui t'idolâtrait. Ce temps, Amélie, est passé. Et le charme non raisonné d'une réciprocité de ce culte religieux, par lequel deux amants cherchent à se prouver que tout leur est cher de l'autre, est fini pour nous deux. Tu n'auras pas sur moi l'avantage d'un sacrifice dont tu veuilles encore te vanter. J'ai sucé ta bouche rosée, j'ai dévoré le bout de tes tétons. J'ai mis avec délice et mes doigts et ma langue dans ton con imbibé de foutre. J'ai léché le trou de ton cul. Bah dis donc, c'est où? On s'éclate. J'ai léché le trou de ton cul avec le même plaisir divin que ma langue a cherché la tienne. Qu'en pardonnant à ma faiblesse, tu as versé le foutre de l'amour en remuant ton cul chéri sur ma bouche altérée de ce foutre divin, je t'ai laissé faire sur moi tout ce qu'il a plu à la tienne. Ce temps de délire est passé. Quoique j'ai eu un besoin extrême d'une consolation animée, je n'irai pas chez toi demain, disputer sur les différences de nos façons de nous aimer, dont tu ne rends la tienne autant austère que bégueule, que pour l'insipide plaisir de vouloir me prouver que ton amour est plus délicat. Ta triste supériorité m'attriste et détruit mon bonheur naïf. À moins que toi qui m'écris « foutue bête », mettant à m'inviter cette simplicité charmante, ne m'écrive naïvement « viens me dire que tu m'aimes, viens », que nos langues se foutent après avec le charme d'autrefois. Viens langoter le cul de ton ami. Viens puiser une goutte de feutre au con de la bégueule qui te dit « foutue bête ». Et si je suis bien contente de toi, je te rendrai avec amour le plaisir que tu m'auras fait. Si tu ne m'écris pas cela ce soir avant de te coucher, sauf à me le faire tenir demain matin à mon réveil, tu ne verras pas ton ami qui, forcé de sortir à 8h15, ne pourra peut-être pas te rapporter ta douce lettre avant 11h30 ou midi. Mais si je la reçois ou ce soir ou demain matin, je brusque tout pour aller remonter ton courage et le mien par notre Eucharistie d'amour. Eh bien, c'est très sympa. Cette dernière lettre a été commentée en marge par Beaumarchais. Nous transcrivons ci-dessous, entre crochets et en caractères gras, ces réflexions à la place qu'elles occupent dans le manuscrit original. Amélie à Pierre, le 11 au soir, Vendémiaire en 7, 2 octobre 1798. J'ai répondu, cher ami, avec précipitation à ta lettre de ce matin. Monsieur Despées est arrivé pendant que Foued était là. Je t'ai mandé que l'âge, le malheur et la maladie avaient tué l'essence que j'avais dans l'imagination. Note de Beaumarchais, je ne sais pas ce que cela veut dire. Et qui te plaisait tant. Ah, j'en suis bien honteux. Mais que dans tes bras, à tes pieds sans plaisir, note, malheureuse, et sans argent, j'étais aux cieux, ami. C'est une vérité que je sens jusqu'au fond du cœur. Pourquoi repousses-tu mon pur amour? Je fus traitée comme une gueuse, parce que l'on me crut des sens. Note de Beaumarchais. Non, mais parce qu'on crut que vous trompiez un honnête homme. Et que l'on m'accusait d'en être esclave. Non, mais d'en faire jouir plusieurs en les trompant, car voilà ce qu'on le disait. Il fallait bien me mettre au-dessus de ces coupables erreurs, braver cette démence des sens. Note, va, la démence est d'en parler ainsi quand on a le bonheur d'en avoir. Et enfin, être la femme raisonnable et vraiment sensible que je devais être à mon âge,
que j'aurais été à 20 ans si l'on m'eût montré l'opprobre qui suit une femme sans mœurs. On m'a gâtée, on m'a tout excusé, et je me suis abandonnée. Ta famille ne m'a pas gâtée, et je lui ai l'éternelle obligation d'avoir sauvé mon automne de l'infamie du désordre. Car au train dont j'allais, j'aurais eu comme Ninon de jeunes amants à 50 ans. Note de Beaumarchais. Quand ma famille te reprochait le désordre de ta conduite, qui consistait à te livrer à plusieurs hommes à la fois, il existait donc ce désordre. Puisque, du train dont tu allais, sans les reproches de ma famille, tu aurais eu comme Ninon de jeunes amants à 50 ans, et tu aurais dit à tous le bon billet qu'à Beaumarchais. Voilà pourtant comme vous êtes raisonnate. Comme vous raisonnate. Le prétexte que ta famille a pris pour me chasser de chez toi m'a éclairé. Le mépris avec lequel tu m'as traité. Ce ne fut pas mépris, mais indignation de la fausseté d'Amélie. Ma véritable tendresse pour toi, tout a contribué à opérer une réforme. Dis-moi quelle est ta réforme, si ton désordre n'était autre que d'ouvrir ton lit à moi seule, puisque tu te crois vertueuse en m'y appelant pour demain. À laquelle on a peut-être peine à croire, tant j'ai une bonne réputation. Ami, il ne tenait qu'à toi que je n'ai pas les torts que j'ai eus. Il fallait me prouver un amour vrai. Va, cet amour, je te l'ai bien prouvé, mais tu l'as traîné dans la boue. Tu as nommé Tibériade le culte vraiment insensé que je ne rendais qu'à toi seul. Et plus libertine que moi, si c'est là du libertinage, tu as déshonoré nos jeux et notre amour insensé par la publicité que tu leur as donnée. En prenant soin toi-même de ma gloire, tu avais bien plus d'usage du monde que moi. Il ne fallait pas laisser soupçonner que je vivais par tes moyens. Jamais je ne l'ai dit à personne, ni même laissé entrevoir. Enfin, ne revenons plus sur tout cela. Tu as osé écrire que tu avais payé tes plaisirs. Note de Beaumarchais. Si j'avais sous la main les indignes injures auxquelles mon indignation répondait, vous rougiriez de me reprocher cette phrase que vous seul avez provoquée. Je l'ai lue de ta main. Va, la fortune de tous les Crésus du monde n'eût pu payer de pareils plaisirs. Note de Beaumarchais. De quel prix sont-ils donc pour celles qui, les ayant goûtés, les avilit comme un opprobre, au lieu d'en avoir fait une sainte religion entre nous deux? T'ai-je pas mise sur l'autel pour communier de ta substance, lorsque tu m'as nommé Tibère pour t'avoir tout divinisé? T'ai-je donné le nom de la femme de Claudius? Tu as avilissé nos plaisirs pour te vanter de tes douloureux sacrifices, puisque tu convenais à n'avoir fait entre mes bras que le vil métier d'une fille. Il ne me restait qu'à prouver que j'avais payé mes plaisirs. Tout ce que j'ai écrit contre toi, n'approche pas de cette phrase de ta part. Elle nous avilissait autant l'un que l'autre. Mais elle a mis dans mon âme, avec l'opprobre exécrable qu'elle dégoûtait, la ferme résolution d'être une femme respectable. Note de Beaumarchais. Qu'étiez-vous donc avant que j'eusse écrit cette phrase? Le vice est de se prostituer à plusieurs. Quelle réforme avez-vous donc mis dans votre conduite? Avez-vous donc cessé alors d'être à plusieurs? Ou si vous n'étiez pas qu'à moi seul, comment êtes-vous donc plus respectable en consentant d'y être encore, même sans ce plaisir que vous aimiez et dénigrez sans cesse? Quelquefois, le découragement a voulu me saisir. Je me suis dit, il n'est plus temps. Puis mon courage s'est relevé et j'ai pensé qu'il est toujours beau le retour à la vertu, à la sagesse. Note de Beaumarchais. À quelle vertu, à quelle sagesse es-tu donc revenu? Si tu n'avais pas d'autre amant, puisque tu consens toujours à recevoir cet homme nul, cet homme nu, entre tes bras, entre tes cuisses. Qu'as-tu donc réformé en toi, pour lequel vice tu croyais qu'il n'était plus temps d'en corriger ton cœur? Tu avais donc plusieurs amants?
puisque d'en conserver un seul te semble un chef-d'œuvre de sagesse. Tu vois bien que tu déraisonnes. Tu mets le vice dans le plaisir de se livrer, et la vertu dans ce même acte sans plaisir. Ou tu déraisonnes, ou tu mens, ou tu dissimules. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu ne retrouveras jamais la misérable insensée qui, par amour, faisait tant de folie sensuelle pour toi. Tu as cru payer mon frénétique abandon. Tu l'as tué. Mais je t'adore, et te serrer dans mes bras, recevoir tes caresses est toujours un bonheur sans lequel je ne puis exister. Si je me suis plainte de ton libertinage, c'est qu'il était révoltant que tu aies oublié toutes les complaisances que tu m'avais arrachées. Note de Beaumarchais. Ainsi, mon vrai libertinage était d'avoir pu oublier que nous avions libertiné ensemble. Et si je n'avais pas oublié ce que tu nommes tes complaisances, dont je n'eusse jamais voulu si je t'avais cru assez vile pour les offrir sans les jouir toi-même. Pourvu que je m'en souvienne bien, je n'aurais pas été ce libertin que tu as traîné dans la boue avec toi, en divulguant tes faux plaisirs. Les hommes que tu nommes savent que je t'adorais, et quand Manuel fit cet avant-propos, il était convaincu de ma passion pour toi, me disait que j'étais folle de la nourrir, et te nommait Lovelace. Note de Beaumarchais. Il ne me nommait Lovelace que parce qu'oubliant la pudeur qui concentre et cache à tout autre les ivresses de deux amants, tu as prostitué, avili les plaisirs que nous avions goûtés dans le secret du lit. En les divulguant, tu as préféré t'avilir à manquer de faire passer ton pauvre ami pour un Lovelace. Je te ferai lire cet avant-propos. Bonsoir, minuit sonne. Demain matin, je finirai ceci. Venez dormir avec moi, féroce adoré. Note de Beaumarchais. Tu crois avoir tout réparé quand tu as tourné une phrase. Ah, que c'est beau, que c'est pudique d'appeler du nom de dormir ce qui nous tient si éveillés. Ah ben, on peut dire que c'était chaud entre les deux amants. Je comprends pourquoi les deux lettres qui sont à la British Library sont qualifiées de pornographiques. En tout cas, c'était une passion dévorante, comme vous pouvez le remarquer. J'arrive à la fin de cette lettre. On se retrouve dans une prochaine émission pour la suite de ces lettres entre Beaumarchais et Amélie de la Morinet. Je vous souhaite une très bonne nuit pour ceux qui se couchent et bon courage pour ceux qui travaillent. Bye bye.